Bonjour à tous, nous sommes avec Aline Ducré, qui est directrice marketing chez Club Med pour la zone Europe et Afrique. Avec tout ce confinement, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes aujourd'hui et puis comment vous vivez tout ça chez Club Med avec le télétravail, etc. Alors aujourd'hui, je suis à la maison, comme tout le monde, bien au chaud. Et comment on le vit? Plutôt bien. On a mis en place une organisation assez militaire de temps de partage avec les équipes et de temps de travail individuel, avec pas mal d'outils collaboratifs. On a eu la chance d'avoir migré il y a quelques mois sur une plateforme très digitale dans nos outils de travail, ce qui aujourd'hui nous aide grandement dans notre façon de travailler. Parfait. Ça veut dire que vous avez, par exemple, en termes de réunions, est-ce que c'est une grosse réunion par semaine ou vous arrivez à maintenir des calls journaliers avec les équipes? Vous avez quelle école par rapport à ça? Parce qu'il y a une gestion du temps qui est pas simple aussi, avec tout ce qui se passe. Non, effectivement, c'est pas simple. Alors, chaque manager le gère un peu librement en fonction déjà du temps d'organisation de son équipe, du temps organisé de son équipe en fonction du mode de travail de l'équipe, selon les métiers. Certains sont plutôt sur des modes projet, donc vont avoir besoin de longues plages de travail et de points de passage hebdomadaires. Donc d'autres vont être plutôt sur des activités beaucoup plus récurrentes d'animation de campagne, etc. Et auquel cas les managers animent leur équipe quotidiennement avec des meetings beaucoup plus réguliers. Pour ma part, j'essaye de maintenir les rituels managériaux qu'on a l'habitude de mettre en place. Donc, par exemple, on a un rituel le lundi qui s'appelle notre story du lundi, qu'on a l'habitude de faire en stand-up meeting 10 minutes, que je fais du coup sur nos outils de visioconférence avec l'ensemble de l'équipe. Et ensuite, on a des points hebdomadaires aussi avec mes N-1. La grosse différence, c'est que j'ai demandé à toutes les équipes de faire l'effort d'être extrêmement concis dans leur meeting. Et de s'assurer qu'un meeting ne prenne pas plus d'une demi-heure, parce qu'en réalité on se rend compte que son temps de concentration par téléphone et par ailleurs, comme on a besoin de concentrer aussi le temps des équipes, il était plus utile, me semble-t-il, d'avoir des temps de meeting beaucoup plus courts. Exactement. Alors si on revient le dernier point, c'est qu'on encourage dans la mesure du possible de brancher la visio, parce qu'en réalité le maintien du lien et de la connexion physique et visuelle nous semble important. Alors dans la mesure du possible, et bien évidemment si chacun est prêt à dévoiler un peu plus de son cadre personnel, mais si c'est possible, on encourage vraiment la visio pour justement maintenir ce lien avec ses collègues, ses collaborateurs. D'ailleurs, vous pensez à titre humain, comment l'après va être géré? Vous pensez que ça va quand même pas mal souder les troupes? Comment les gens vont avoir vécu ça? Est-ce que on va revenir dans notre vie et ça sera un peu comme une petite parenthèse? Ou est-ce que ça va être un truc profond, vous pensez? C'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression qu'on en est au début et donc il y a un aspect encore nouveau de la découverte, de l'appréhension de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il me semblerait difficile de traiter le sujet comme une petite parenthèse qui n'aura pas d'impact. Je pense que ça en aura aussi bien sur les relations professionnelles, sur notre façon de travailler, sur notre approche, notre appréhension personnelle aussi des enjeux, d'autant plus sur un secteur comme le nôtre, le tourisme, qui est quand même impacté fortement par cette crise. Donc j'ai du mal à croire qu'on aura un après qui ressemblera à l'avant, ou en tout cas on aura besoin d'une phase de reprise de vie sociétale importante. Bien sûr. Alors justement, allons sur votre activité aussi et votre parcours. Peut-être en 2 mots, les grandes lignes de votre parcours avant d'arriver aujourd'hui à votre fonction chez Club Med, pour qu'on comprenne un peu mieux votre cheminement. Ok. Alors j'ai un parcours assez classique dans son démarrage, puisque j'ai commencé sur des activités digitales pour des sites de e-commerce, principalement dans le tourisme pendant quelques années chez Last Minute, puis je me suis occupée du marketing chez Liligo, puis chez Voyage Privé aux États-Unis, et puis après quelques années j'ai eu envie de changer un peu de périmètre et d'angle de vision. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai monté 2 startups et j'ai pas mal accompagné d'entreprises sur des missions de consulting digital, de transformation digitale. Et mon dernier client, c'était le Club Med. Et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise en tant que salarié.
sur des fonctions digitales avant de prendre mon poste à la direction marketing de la zone Europe-Afrique il y a 2 ans et demi. Ok, parfait. Et alors, si on prend justement cette nouvelle activité, comment vous la décrivez? Quels ont été un peu les grands enjeux? Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vraiment jouer pour évidemment toucher les publics? Alors, les grands enjeux sont ceux du club en général, pas nécessairement que les miens, qui ont été ceux de la transformation digitale par laquelle le Club Med est passé et a été profondément transformé, et avec lequel on a réussi à avoir une adhésion, un assentiment des équipes très très fort, ce qui nous a permis un virage rapide et qui a accompagné la fin de la période de montée en gamme de l'entreprise. Mmh. Qui était une phase évidemment très très importante qui a conduit au rebond, au succès de cette marque qui fait maintenant partie des marques en Europe les plus saines et les plus à succès. Mon enjeu principal aujourd'hui, il est à la fois de continuer à faire vivre une expérience et animer une expérience auprès des clients les plus fidèles et qui sont restés fidèles à la marque parfois depuis des années voire des décennies, et puis évidemment de séduire une nouvelle clientèle qui considérait pas nécessairement la marque dans ses précédents voyages et qui aujourd'hui, parce que son environnement familial a évolué ou parce que ses envies aussi évoluent, va pouvoir considérer le Club Med, et notamment parce que le Club Med aujourd'hui propose une diversité de destinations, d'expériences qui correspondent à ce que les nouvelles clientèles d'urbains, familles avec enfants recherchent. Bien sûr, bien sûr. Justement, en termes de différenciation, parce que vous avez mentionné tout à l'heure Last Minute, qui sont des services plus, on va dire, basiques e-commerce. Club Med, ce qui ferait son image de marque pour vous, c'est quoi? C'est vraiment cet aspect famille, cet aspect, ce concept fédérateur, tout en étant avec une variété de destinations. Comment vous décririez, vous, ce qui fait vraiment la singularité? Alors c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que ce qui fait la singularité du Club Med est extrêmement intangible. C'est-à-dire que avant d'avoir pu vivre le Club Med, on a du mal à réaliser ce qui en fait sa spécificité, et notamment du fait d'avoir cette facilité dans les parcours au quotidien, d'avoir cette diversité d'activités, le fait qu'on puisse prendre en charge vos enfants avec une richesse et un professionnalisme dans les activités qui sont proposées, dans le relationnel qui est construit, et puis évidemment tout ce qu'on a du mal aujourd'hui, même nous en tant que professionnels de la marque, à décrire, qui fait partie de cette émotion qui est générée parce que vous allez à un moment vivre quelque chose qui soit tout à fait inattendu au détour d'un chemin, au détour d'un verre avec votre conjoint, avec des amis, et c'est ça la magie en fait, quelque part, du Club Med, et qui se vit plutôt que de se décrire. Ah, je comprends. Donc c'est une variété. Toute la spécificité, elle est très émotionnelle. C'est émotionnel, et puis c'est les variétés des moments de la vie finalement, qu'on est en famille ou en couple. Bon, c'est vrai que c'est une marque une marque forte qui représente vraiment quelque chose pour les Français. Et alors justement, en termes aussi, quand on parle un peu plus de business et de conversion, comment ça se joue? Parce que l'e-commerce doit jouer un rôle peut-être grandissant. Il y a aussi la partie téléconseiller et vente physique. Comment se fait la jointure entre le marketing et le commercial, qui est souvent un sujet pas simple dans les entreprises? Comment vous voyez ce lien, vous, entre les deux? Alors chez nous, c'est un sujet qu'on a adressé il y a quelques années maintenant, et qu'on a adressé en commençant par la data. Donc en prenant pour le coup des éléments très rationnels et en se posant la question de quels étaient les parcours omnicanaux et quels passages on réalisait entre les parcours digitaux et les parcours physiques. Et ça nous a conduit à créer un département qui est dédié à ce sujet-là, un département omnicanal, qui fait le lien justement entre les activités digitales et physiques, et dont le métier est de déciloter l'ensemble de ces équipes en les rassemblant en une seule et même équipe. D'accord. Donc en réalité, on a appréhendé le sujet par les organisations et par la data.
Voilà. Ah oui. Ce qui signifie que toutes les équipes commerciales, qu'elles soient sur le e-commerce ou sur les points de vente physiques ou téléphoniques, suivent des KPI qui sont identiques et ont un seul et même objectif et un seul et même plan d'animation. D'accord. Et donc les canaux de vente principaux, ce sont lesquels aujourd'hui? Il y a une multiplicité de canaux, j'imagine. Assez classiquement, hein, évidemment, le web prend une part de plus en plus importante dans nos canaux de distribution. Ça va dépendre des pays, c'est-à-dire que dans les pays les plus matures comme la France ou la Belgique par exemple, évidemment que nos canaux plus traditionnels de points de vente physiques et téléphoniques continuent à représenter une part importante. Dans les pays les plus rapides en croissance et les plus nouveaux pour nous, le web a évidemment une part de plus en plus importante. Bien sûr. Et alors justement, si on parle de la manière de toucher toutes ces personnes, donc il y a évidemment, j'imagine, la communication plus emailing, newsletter ou classique, mais il y a aussi aujourd'hui l'essor du brand content ou du brand entertainment, le fait de raconter des histoires. Vous avez parlé d'émotionnel tout à l'heure, qui est affecté à cette marque. Voilà, comment vous appréhendez ce sujet dans la manière de raconter ces histoires, voilà. Disons que ça va vraiment dépendre de l'objectif qu'on poursuit. Comme je vous le disais, évidemment, on a une base de clientèle fidèle avec lesquelles on est en conversation permanente, hein, que ce soit par les médias sociaux ou par nos canaux emailing, par exemple. Mais comme on a également un objectif très fort de recrutement de nouvelles clientèles, il est clair que les canaux digitaux et le brand content prennent une place très importante. On a pris la décision d'avoir une activation qui soit multi-écran, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% digital, mais on fait pas non plus énormément de télé. Le poids du digital dans nos investissements médias est croissant et largement prépondérant, et on essaye d'activer un maximum de canaux diversifiés sur le digital. Donc on va travailler sur des campagnes plutôt de brand, effectivement, avec des contenus co-sponsorisés. On va travailler sur des opérations spéciales sur des lignes de produits bien particulières avec des acteurs qui sont pertinents pour le faire. Mmh. On va travailler sur des chaînes sur Insta dédiées aux familles, avec beaucoup de storytelling qui est porté par les clients eux-mêmes, voire des voyageurs eux-mêmes. Mmh. On travaille aussi beaucoup avec des communautés de personnes influentes, familles, couples, sur les médias sociaux et qui ont quelque chose à raconter. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles on collabore auront forcément quelque chose à raconter sur une activité sportive parce que c'est leur métier, c'est leur passion. Une approche culinaire parce que évidemment la table est un élément très important au Club Med et sur lesquels on développe beaucoup d'assets, beaucoup d'activités. On va travailler sur des éléments culturels aussi parce qu'en réalité partir en voyage c'est aussi découvrir une culture, s'ouvrir aux autres, et donc on a beaucoup de collaborations comme ça autour de thèmes qui sont les thèmes fondateurs de l'expérience du Club Med. Mmh. Et qui sont les contenus qui nous intéressent le plus à développer. Ça veut dire que le social media, il est devenu stratégique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce que vous voyez avec la hausse du social media et de ce type de contenu un peu d'ambassadeur, aussi une montée de la marque et des clients? Vous sentez un accompagnement qui se fait un peu là-dessus? Alors on sent des conversations qui se mettent en place, clairement. Et on sent aussi une capacité à pouvoir activer ces leviers de médias sociaux comme des canaux de recrutement. C'est-à-dire que dans social media, on a média avant tout. Et on a eu, il me semble, ces dernières années, un peu tendance à l'oublier et à concentrer les activations sur de la conversation avec nos clients et followers existants. Alors que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes sur ces canaux-là. Bien sûr, bien sûr. Donc clairement, aujourd'hui, on voit deux tendances. Évidemment, un engagement fort de la part de nos clients et on le voit bien sur tous nos comptes de resort
qu'on arrive à animer, et puis par ailleurs une capacité à aller surprendre aussi avec des contenus sur lesquels on n'est pas attendu, auprès notamment de partenaires, de cibles, d'audiences de partenaires avec lesquels on travaille. Parfait. Et alors justement, depuis que vous êtes arrivé, ou même dans l'absolu, dans l'histoire de Club Med, est-ce qu'il y a des campagnes que vous avez trouvées inspirantes, à la fois côté Club Med, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs d'activité, ou des choses, vous, que vous trouvez inspirantes dans ce qui a pu être fait ces derniers temps, ces dernières années, en content, justement, en digital? Alors, inspirante, je ne sais pas. Moi, je suis toujours très impressionnée par tout ce qu'on arrive à faire qui sort du cadre. C'est-à-dire que je serais plus impressionnée par une campagne avec un content produit par des clients, par des partenaires, que par une campagne classique, très bien léchée, produite par une agence, toute malgré la grande qualité qu'elle puisse avoir. Donc moi, j'accorde plutôt beaucoup de respect à tout ce qui peut être fait et qui n'est pas forcément si calculé que ça, et qui peut avoir un impact très important. Par exemple, on a l'année dernière, on a travaillé sur des témoignages clients. Et en réalité, évidemment, les clients, c'est la vraie vie. Donc, quand on fait parler des clients, ils ne parlent pas nécessairement comme dans une campagne de pub. Ils n'ont pas la costumière et le maquillage qui les met en valeur nécessairement comme dans une campagne de pub. Et pourtant, on est arrivé à avoir des contenus extrêmement vrais, extrêmement beaux, très émotionnels, avec un montage minimal quelque part, pour ne pas dénaturer pour ne pas dénaturer le contenu. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne plutôt, c'est la capacité des équipes à arriver à avoir quelque chose de très naturel, de très vrai, et par ailleurs qui génère autant d'émotions et d'engagement qu'une campagne plutôt institutionnelle et cadrée classiquement. Ah oui, je vous rejoins totalement là-dessus. Donc justement sur un bon storytelling pour vous, donc ça veut dire qu'il va y avoir la notion d'authenticité, l'originalité, le sens. C'est comment vous définiriez ce qui est clé pour vous dans un bon storytelling finalement? Alors effectivement, c'est l'authenticité, la véracité du message, première chose. Ensuite, c'est quand même la qualité de l'image, c'est-à-dire que là où nous on a beaucoup de chance, c'est qu'on évolue dans un univers qu'on ne peut imaginer plus esthétique. Oui, c'est vrai. Puisque on est dans des lieux sublimes, que ce soit au sommet d'un col de montagne ou au bord d'une plage de sable fin. Donc on peut difficilement imaginer avoir une plus belle photographie dans l'image. Donc évidemment c'est le deuxième élément. Et puis ce qui va faire que le content et le telling même sera réussi, c'est l'émotion qu'on va y mettre, et cette émotion n'aura de sens que si elle est vraie. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de faire de travailler avec des enfants quand on est sur des tournages, que ce soit des tournages d'acteurs ou des tournages de vrais clients qui vivent une vraie expérience. C'est qu'on arrive à avoir une spontanéité, une fraîcheur qui systématiquement nous permet de bien conserver cette émotion et cette authenticité. Ça veut dire aussi qu'en termes de format, ça doit suivre, parce que tout à l'heure vous disiez que peut-être les campagnes très bien léchées, classiques, avaient un peu fait leur temps. Vous, en termes de format, vous êtes aussi sur une pensée qu'on va avoir un peu d'innovation dans les formats finalement, dans les durées, dans se rapprocher des documentaires. Est-ce que vous pensez que il reste quand même l'idée des formats courts, ou sur le digital évidemment il y a plus de réceptivité à court terme, ou vous pensez peut-être aussi qu'il y a la place pour faire des choses un peu plus longues, suivant la qualité? Alors, deux éléments. La première, c'est que je suis pas encore convaincue que les formats classiques aient fait leur temps. Je pense qu'on a encore. Faut continuer, bien sûr. On continue, et on a la place du média classique reste importante, et le média est encore beaucoup consommé comme ça. Et si on veut de la puissance, c'est encore vers ce média-là qu'il faut se tourner. Quant au format court, je pense pas qu'il faille y avoir une religion aussi tranchée. Sur certains sujets, les formats courts sont évidemment très adaptés. Les formats interactifs aussi sur d'autres, quand on est sur des sujets avec un peu plus de découverte produit, sur des supports plus éditorialisés, ça me semble intéressant aussi.
Moi, je crois beaucoup dans la construction des histoires qui se déroulent. Et d'ailleurs, on voit bien dans les médias aujourd'hui, dans l'audiovisuel, le carton absolu des séries nous fait dire que les petites histoires qui durent dans le temps ont de l'avenir. C'est sûr, mais il y a du travail derrière, c'est sûr. Il y a beaucoup de travail, voilà. Mais moi, je crois beaucoup dans les capsules qui peuvent tenir sur la durée. Ah oui, mais ça signifie effectivement qu'il faut avoir des médias qui soient adaptés, des supports de diffusion qui le soient aussi, et une très forte capacité de production. Oui, c'est vrai que cette récurrence du storytelling, c'est peut-être aussi une opportunité du digital. Paradoxalement, il y a quelques années, on disait qu'il fallait faire des one-shots, je dirais, alors que aujourd'hui, il faut créer une relation durable avec les publics dans la longueur, et donc la manière de raconter des histoires, elle va devoir avoir un peu plus de suivi, comme l'exemple que vous mentionniez des séries sur les plateformes. Donc il y a aussi une nouvelle manière. Alors ça veut dire que vous pensez qu'il peut y avoir aussi ce rapprochement entre le monde de l'entertainment et le monde des marques. Est-ce que vous trouvez qu'il y a évidemment, mais évidemment, j'en suis convaincue, et je pense que le rapprochement est déjà largement effectif. Oui. Largement effectif, puisqu'aujourd'hui on voit bien, les médias sociaux permettent beaucoup de rapprochement des marques et des médias, et que la consommation des marques aujourd'hui se fait aussi par l'entertainment. Clairement. D'ailleurs, vous êtes une fan aussi de séries, de divertissement, plus au niveau, je dirais, personnel. Vous voyez beaucoup de films encore, ou vous êtes beaucoup en plateforme? Ça, c'est plus une question personnelle, je dirais. Alors, à titre personnel, quand j'en ai le temps, je veux dire. Oui, mais oui, enfin, comme tout le monde, on vit avec les médias et l'environnement audiovisuel qui nous entoure, avec beaucoup de séries, avec une multiplication des séries ultra produites d'un niveau cinématographique. Donc oui, comme tout le monde. C'est quoi les séries qui vous auraient vraiment marqué, vous, de votre côté? Écoutez, je sais pas, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui m'a marqué depuis 10 ans? Je n'ose même plus les compter, mais qu'est-ce qui aurait pu marquer le plus? J'ai du mal à vous en citer qu'une, parce que il y en a beaucoup. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt l'approche des séries qui aujourd'hui sont aussi proches de films de grands réalisateurs. Oui. C'est-à-dire que si vous regardez le Fargo original et la série Fargo, c'est évidemment l'approche est extrêmement intéressante. Les séries policières très bien réalisées, comme françaises d'ailleurs, comme Le Bureau des légendes ou d'autres, sont évidemment d'un niveau de production aussi élevé que ce qu'on peut trouver dans nos. Bien sûr. Là, j'ai vu la première saison de Handmaid's Tale, par exemple, qui est extrêmement bien produite, et très très bien jouée, avec un grand niveau photographique aussi. Donc évidemment que ça doit être des éléments d'inspiration pour toutes les marques, y compris les marques commerciales. Exactement. Puisque ça définit le nouveau standard en fait de consommation des médias. Il y a des œuvres qui sont liées au voyage aussi, qui ont auxquelles vous êtes sensible? Beaucoup moins. Et pour le coup, moi je suis quand même assez vigilante à l'association et à la manipulation quelque part des messages dans le divertissement. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle du Club Med, on le dit. On fait rarement de placements cachés comme ça. D'accord, ok. Peut-être une dernière question qui m'intéresse, qui est plus, on va dire, liée à l'actualité. Bon, on est dans ce moment de confinement. Bon, les gens savent qu'on en a pour encore quelques semaines. Ça a stoppé évidemment des envies de voyage, ou même ceux qui étaient en voyage, ça a pu un peu un petit peu les freiner. Vous pensez que les gens, ça va aussi augmenter leur désir de voyage? Ils vont avoir hâte de se retrouver, je dirais, à l'air libre. Voilà, aussi sur l'après, je dirais, coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce rapport au voyage? La question est compliquée, parce que on sort juste, et encore, on est même encore un petit peu d'une vraie gestion de crise.
Oui. Pour les acteurs de voyage que nous sommes. On a eu plusieurs milliers de clients que l'on a rapatriés dans les meilleures conditions possibles avant que les gouvernements réagissent. On a pris les décisions de fermeture de nos resorts dans le monde, de rapatriement aussi de nos personnels, nos GO, nos GE dans les meilleures conditions possibles. Donc pour l'instant, on est encore dans cette phase de mise en veille quelque part. Évidemment, on se prépare à la sortie. Ce qui va être compliqué, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas quel impact ça va avoir sur le pouvoir d'achat des ménages. Très clairement. Y a l'intuition, mon intuition personnelle est de se dire que les personnes auront besoin effectivement de grand air, mais pas seulement, auront aussi besoin de refaire société, de se reconnecter aussi aux éléments culturels et pas nécessairement que audiovisuels, puisqu'on en aura peut-être un peu soupé à un moment, et puis de se connecter avec d'autres personnes que son cercle très très proche avec lesquels ils ont été en confinement. Donc moi mon intuition c'est de se dire que cet été on aura probablement très très envie de se retrouver entre amis ou en famille élargie et ailleurs que chez soi. Voilà. Donc j'ai plutôt tendance à dire que ça devrait être un contexte plutôt favorable au voyage et au voyage en tribu. Maintenant, est-ce qu'on aura la capacité et l'envie d'aller loin, ou est-ce qu'on préférera être plutôt au grand air dans les montagnes ou à se retrouver entre amis prioritairement? Je n'en sais rien, mais mon intuition est plutôt que on va avoir un été qui va être plutôt fait de balades et de découvertes que de chez soi. Ok, ça marche. Eh ben merci. Oui, non, je partage ce point de vue. À un moment, il va falloir sortir, ça c'est sûr. Merci beaucoup Aline et pour ce podcast. Je vous remercie. À très bientôt.